Ce concept, j'ai l'impression que je peux le décliner en un nombre infini de thématiques et ça me régale. On a réussi à associer des livres à des réalisateurs, on a réussi à associer des livres à des animés. Maintenant, on se lance sur une thématique qui est quand même hyper différente de ce que je fais d'habitude, mais ça reste dans le cinéma, donc moi je trouve que c'est quand même cohérent, et puisqu'on part aujourd'hui sur des Disney. Moi je vais pas être ce qu'on appelle une fan inconditionnelle de Disney, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont complètement passionnés par ce studio d'animation et par les films qu'ils réalisent. C'est pas forcément mon cas, mais il y a quand même beaucoup de leurs films que j'adore et qui me sont restés en mémoire après les années, ou même certains que j'ai découverts plus tard et que j'aime beaucoup aujourd'hui. On est quand même sur un studio d'animation qui nous renvoie directement à l'enfance, on a une bonne grosse de nostalgie qui va nous popper directement dans la tronche. Du coup, moi ça me fait plaisir, on est parti. On va commencer avec un Disney qui est pas du tout dans les plus appréciés je crois, mais moi personnellement il fait quand même partie de mon top 5 voire même top 3 je dirais. Et on va parler de l'Atlantide, l'Empire perdu. À sa sortie, c'est un film qui a vraiment pas eu de chance parce qu'en fait il est sorti au même moment que Shrek de chez DreamWorks et du coup il a complètement été éclipsé en salle et c'est pour ça qu'il fait quand même partie des Disney qui ont eu un commencement qui a été vraiment bof quoi. Donc clairement il fait partie des films qui sont restés complètement en marge des gros succès du studio Disney, mais moi il reste dans mon cœur, je l'adore, je l'ai découvert quand j'étais petite et même en le revoyant adulte je l'aime toujours autant. Dans ce dessin animé on va suivre Milo qui est cartographe et linguiste et il est spécialisé dans tout ce qui va être les langues et les cultures anciennes. Et un beau jour il va se retrouver embarqué dans une sorte d'expédition qui est complètement organisée et subventionnée on va dire par un milliardaire et c'est là qu'il va se lancer à la poursuite du rêve qui est le sien depuis des années de travail autour des langues anciennes puisqu'il part à la recherche et à la découverte de l'Empire perdu, du coup la cité que l'on nomme Atlantide. Et c'est là qu'on se lance dans une sorte de quête qui est assez exceptionnelle à bord d'un sous-marin, avec évidemment plein de dangers, plein de cartes à déchiffrer, c'est un peu comme une chasse au trésor quoi. Et déjà là, moi j'ai très envie d'associer cette histoire à la saga Steam Sailors dont on a déjà parlé. Mais comme on en a déjà parlé, je me retiens et je vais vous présenter d'autres livres. Et d'autres livres d'ailleurs qui collent tout aussi bien, voire même peut-être plus. Et on va commencer avec l'un de mes livres fantasy fantastique préférés, et c'est d'ailleurs l'un des livres qui m'a complètement lancé dans le genre et qui m'a permis de découvrir un petit peu plus ce genre d'univers. Puisqu'on va parler de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Et j'avoue que depuis que je l'ai lu, il s'est hissé en haut de mon classement de livres de fantasy et j'ai vraiment beaucoup de mal à réussir à le détrôner ou à lire quelque chose qui s'y rapproche un petit peu. Dans cette histoire, on va suivre Zachary Ezra Rawlins, qui est un professeur d'université et qui un jour va faire une très étrange découverte dans la bibliothèque du coup de l'université dans laquelle il enseigne. Et en fait, il va y trouver un livre qui est hyper mystérieux puisqu'il n'a ni titre ni auteur et quand il va commencer à feuilleter cet ouvrage qu'il a trouvé, il va se rendre compte que cet ouvrage parle d'une scène qu'il a vécue quand il était plus petit. Donc évidemment, il commence à être intrigué et c'est là que débute toute cette histoire. Évidemment, il va chercher à en savoir plus, on va se lancer sur un jeu de pistes, une sorte de chasse au trésor qui est lancé dans cet univers-là et que je trouve vraiment super bien mené. Et tout ça nous mènera d'ailleurs à la découverte d'un labyrinthe sur les bords de la mer sans étoiles, qui renferme entre autres des milliards et des milliards de salles à explorer et une bibliothèque qui est quand même hyper particulière, mais sur laquelle je dirais rien de plus pour laisser quand même un minimum de suspense. Et c'est à ce moment-là que l'histoire bascule à base de cités perdues, à base de tunnels infinis et à base d'histoires secrètes et de messages à déchiffrer, exactement comme ce à quoi on peut avoir affaire dans l'Atlantide. Moi j'ai vraiment adoré découvrir ce livre et je pense qu'il fait partie des livres que j'adorerais pouvoir relire comme la première fois si c'était possible. D'ailleurs, je trouve que l'autrice elle a vraiment un don pour rendre ses personnages hyper attachants et vraiment moi le sort de chacun des personnages m'importait et j'ai adoré les voir interagir entre eux et évoluer au sein de cette histoire. Je suppose que vous avez deviné du coup pourquoi je l'ai associé à l'Atlantide. On est sur une sorte de chasse au trésor, on est sur une sorte de quête avec une sorte de cité perdue, quelque chose qui relève du mystère, qui relève du trésor. Du coup c'est pour ça que j'ai associé ce livre-là à l'Atlantide. Et on continue tout de suite avec la deuxième recommandation qui n'est pas des plus inintéressantes. Et on continue avec la deuxième recommandation et si on reste dans l'idée d'une quête et de quelque chose à découvrir, on s'éloigne un petit peu de l'ambiance de l'Empire perdu ou de la Cité perdue. Je vais vous présenter La dernière Amazone, écrite par Nina Almberg. Et dans ce livre-là, ce qu'on nous raconte de manière plus ou moins romancée, ça va être la quête d'un peuple entier, donc les Inca Miabas,
une armée de femmes qui auraient vécu en Amazonie et qui seraient surnommées entre autres les Amazones. Et ce que je trouve vraiment super dans ce livre, c'est qu'on va se lancer sur une enquête avec du coup la narratrice pour retracer la trace de ce peuple féminin qui aurait longtemps et toujours vécu à l'écart complet des hommes et des autres populations d'Amazonie. La narratrice, elle va aller directement au contact des populations pour recueillir des paroles sur ces femmes qui auraient vécu ou sur les légendes qui les accompagnaient. Tout ça dans le seul but de retrouver les traces, s'il en reste, de ces femmes qui n'ont peut-être jamais vécu ou qui vivent peut-être encore en Amazonie, sur les berges du fleuve. J'ai vraiment adoré le cheminement de recherche qu'il y a dans ce livre. On suit une exploration et ce que je trouve qui change vraiment, c'est de pas chercher un lieu fixe, un lieu prédéfini, mais de chercher carrément un peuple et tout ce qu'il aurait pu laisser comme trace derrière lui. On reste quand même sur une base de légende qui nous promet des choses assez fantastiques, qui restent à vérifier, qui restent à démontrer et sur lesquelles on ne peut jamais vraiment statuer au final. En plus, ce livre, il est édité par la maison d'édition Hors d'Atteinte, on le voit ici. Et ils font un travail vraiment super, ils publient de la fiction et de la non-fiction, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce qu'ils font. On en a fini pour les recommandations de livres autour de l'ambiance de l'Atlantide perdue, et du coup on passe directement à la suite. Et on continue sur un Disney que je n'aurais clairement pas pu ne pas mentionner sur ce premier épisode. C'est un Disney qui a extrêmement bien marché et qui fait partie de mes Disney préférés. Vraiment, je l'ai adoré et je l'aime toujours autant. Et même si je pense que tout le monde connaît, je vais quand même vous faire un petit résumé puisqu'on s'attaque tout de suite à Mulan. Pour le petit résumé qui rafraîchit la mémoire, Mulan, c'est une fille qui vit dans un petit village en Chine et lorsque la guerre est déclarée dans son pays, elle s'engage elle-même à la place de son père pour partir à la guerre et lui éviter de mourir au combat. Évidemment, les femmes ne sont pas autorisées à aller au combat, donc elle va devoir se grimer, elle va devoir se raccourcir les cheveux, elle va devoir faire attention à ne pas être dévoilée pour pouvoir accomplir cette mission-là. Et Mulan, c'est bien plus que ça, puisque Mulan, de manière générale, en fait, c'est l'histoire du refus des conventions et du refus des rôles assignés directement à la naissance selon le genre. Et Mulan, c'est une histoire qui nous amène complètement au cœur du conflit, puisqu'on va la suivre sur le champ de bataille, on va la suivre durant ses entraînements qui sont, pour certains, assez compliqués. Et aussi, on va la suivre et la voir évoluer avec tous ses frères d'armes. Et tout ça, c'est d'ailleurs teinté d'un peu du folklore chinois, qui est tout entier représenté dans le personnage de Mushu, du coup un petit dragon qui l'accompagne. Et j'avoue que celui-là, on sait pas trop s'il est utile ou s'il est juste là pour tenir compagnie. Pour moi, ce petit Disney, c'est vraiment une des pépites et je trouve qu'il surpasse de très très loin tout ce qui est du style du Roi Lion, etc. Bref, on est parti pour les recommandations. Et pour la première recommandation, on va partir sur un petit manga. Et je vais directement commencer par vous présenter Le Tigre des Neiges, écrit par Akiko Higashimura. Et c'est d'ailleurs publié aux éditions du Lézard Noir, et eux aussi, j'adore ce qu'ils font version manga. Et ce manga, je trouve qu'il est parfait pour introduire l'histoire de Mulan, puisqu'il nous parle de l'histoire réelle de Kenshin Ueguchi, qui était un puissant seigneur de guerre qui vivait durant l'époque Sengoku. Donc tout ce récit se passe au XVIe siècle. Mais le petit glitch de ce manga, et qui en fait justement pas un manga 100% historique, mais qui ajoute une part de fiction à l'intérieur, c'est que cette histoire, elle est imaginée comme si ce grand seigneur avait en fait été une femme. Ce qui est trop cool, c'est que c'est une vraie théorie qui est amenée et qui est soutenue par de nombreux scientifiques par rapport à ce seigneur. Et qui du coup nous permet d'avoir une version d'un manga historique qui nous apprend beaucoup plus sur l'histoire du Japon, tout en gardant ce côté un petit peu fictionnel qui rend l'histoire beaucoup plus digeste. Ça nous renvoie aussi à pas mal de questions, puisque on se demande du coup d'ailleurs comment ça se passe la transmission de pouvoir quand dans des familles seigneuriales, c'est des filles qui en sont les héritières. Et ça nous en apprend aussi beaucoup plus sur la manière dont les filles étaient élevées à cette époque-là. En fait, on est un petit peu sur un Mulan, mais version seigneur au lieu de version combattant. Et franchement, j'ai adoré découvrir ce manga et j'ai très très hâte de lire la suite. Et on continue avec les 2 prochaines recommandations. Pour la suite de ces recommandations, je vous avoue que je recycle un petit peu, mais parce que ça collait tellement bien avec l'ambiance de Mulan que j'ai pas pu faire autrement que de vous présenter ces 2 livres-là, que j'ai déjà présenté pendant la vidéo sur les animés. Pour ceux qui ont pu la voir, c'est les 2 livres qui sont associés au manga Naruto. Et je trouvais ça très bête de pas en parler juste parce que j'en ai déjà parlé une autre fois. Du coup, je vais vous représenter ces livres en espérant que ça vous redonne envie d'aller les lire si c'est toujours pas fait. Et pour commencer, on va parler très rapidement de Manuscrit Ninja écrit par Yamada Futaro. En gros, la base du pitch, c'est qu'on avait un seigneur qui était hyper puissant, hyper cruel, limite sadique, qui a exterminé absolument tous les hommes de leur clan, et du coup elles se sont clairement battues pour aller se venger de ce seigneur et des 7 personnes qu'il avait commanditées pour aller tuer tous les hommes de leur famille. On est clairement sur un récit d'apprentissage qui est hyper cool, mais il faut vraiment aimer le sanglant, il faut vraiment aimer
les combats et les meurtres pour réussir à apprécier ce livre-là. Et on continue avec du coup la deuxième recommandation, qui est du coup la deuxième recommandation dont j'ai parlé pour Naruto, et qui est l'histoire de femmes samouraï, qui est écrit par Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. On est quand même sur un livre beaucoup plus doux, qui correspond peut-être encore mieux à l'histoire et à l'ambiance de Mulan, qui est quand même à destination de jeunes esprits, on va dire. Et on est sur un livre qui va regrouper plein d'histoires de femmes samouraïs, qu'elles aient vécues ou qu'elles soient issues de légendes. Et du coup, ce que je trouve trop bien, c'est que dans ce livre, on a aussi ce petit côté magie, comme on peut retrouver dans Mulan. Au-delà du fait que ce livre, il nous regroupe plein d'histoires de combattantes extrêmement puissantes, de guerrières et de femmes, du coup, qui ne se sont pas contentées de rester à la place qu'on leur a assignée à la naissance. Ce livre, il est aussi très très beau. Il est magnifiquement bien illustré par Benjamin Lacombe, comme absolument tous les livres qu'il peut faire. Et je trouve que ça n'enlève rien au plaisir de lecture, bien au contraire. Bref, pour le coup, on est un petit peu sur du recyclage, comme si c'était des petites recommandations un peu bonus, puisque j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais je trouvais que c'était compliqué de passer à côté de ces deux livres-là, quand on parle de l'histoire de Mulan, qui est une guerrière qui part au combat à la place de son père. Et on passe tout de suite au dernier Disney. Et on continue pour le dernier Disney avec Hercule. C'est pas un des Disney que j'ai le plus apprécié quand j'étais petite, mais ça fait partie des Disney que j'ai appris à aimer en le ré-regardant à l'âge adulte. Du coup, on se place dans la Grèce antique, alors que Hercule n'est encore qu'un petit bébé. Quand Hadès, le dieu des enfers, comprend qu'entre lui et ses rêves de gloire, il n'y a que ce petit bébé qui peut se dresser. Hercule va alors passer sa vie à essayer de déjouer les plans d'Hadès pour le détruire, et il y arrivera de manière générale jusqu'à sa fameuse rencontre avec l'envoûtante et la magnifique Mégara, qui va rendre les choses un petit peu plus compliquées que prévu. Bref, on mélange de l'aventure, des personnages plutôt drôles, des sortes de petites guéguerres entre dieux, et on a pile poil le bon mélange pour nous faire une histoire qui accroche. Et d'ailleurs, ce mélange, il marche aussi complètement pour nous faire des bons livres, puisque de plus en plus, on voit ces dernières années des livres qui réinterprètent la mythologie grecque, pop-up un peu partout, et moi j'adore, je suis hyper friande de ce genre de livres. Et souvent, c'est des livres qui vont moderniser les histoires ou les décaler un petit peu, et moi je trouve ça encore mieux. Bref, on passe tout de suite aux recommandations pour Hercule. Et pour la première recommandation, je suis partie sur un roman de réécriture d'une figure de la mythologie qui était considérée comme sorcière. Alors, je vous avais déjà parlé de Médée, qui est une BD magnifique écrite par Nancy Pena et Blandine Le Callais, qui nous retrace toute l'histoire en images de Médée du coup. Mais du coup, comme on a fait beaucoup de recyclage dans cette vidéo, je vais pas prendre celle-ci comme recommandation principale. Je vous conseille seulement d'aller la lire parce qu'elle est super. Si vous avez peur de cette énorme BD, ça c'est l'intégrale, mais elle existe en différents petits tomes. Mais du coup, c'est pas de celui-là que je vais vous parler. Moi, je vais venir vous parler de Circé de Madeline Miller. Alors, ce livre, il a vraiment beaucoup marché sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'il fait suite à un livre qui a complètement explosé sur TikTok et qui n'est autre que Le Chant d'Achille, écrit aussi par Madeline Miller. Ben moi, je vous avoue que Le Chant d'Achille m'a laissé un peu de marbre et que par contre, j'ai adoré Circé. Ce que je trouve super avec la démarche de Madeline Miller, c'est qu'elle reprend un mythe de base, donc elle nous reprend Circé et elle nous reprenait Achille pour le précédent, et elle va complètement les remanier pour faire découvrir à plein de monde, du coup, l'univers de la mythologie grecque, de manière un peu plus romancée, de manière un peu plus digeste, et je trouve ça hyper intéressant à faire. Du coup, dans ce livre, on va retracer toute la vie de Circé de son point de vue à elle, depuis son enfance dans le palais d'Hélios jusqu'à son exil dans une île déserte. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on nous offre une version hyper nuancée de ce personnage. On va la suivre dans son besoin d'indépendance, dans son besoin d'autonomie, dans son besoin d'émancipation et surtout dans son apprentissage de la sorcellerie et de tout ce qui a attrait à sa sorcellerie, puisqu'elle puise son énergie, on peut dire ça comme ça, dans les plantes et la nature qui l'entoure. Et on va clairement se rendre compte que c'est pas juste une sorcière qui a été exilée, que c'est une femme forte, que c'est une femme qui était puissante et que c'est une femme qui était très crainte, et pas toujours à raison. Après, ce livre, il est quand même assez long, il fait plus de 500 pages, donc il faut le savoir quand on se lance dedans, mais moi je trouve que c'est une super manière de découvrir le personnage de Circé, qui est peut-être moins exploité directement dans les textes mythologiques. Et on en a fini pour Circé de Madeline Miller. Et on termine cette petite sélection par un dernier livre qui a lui aussi énormément marché sur les réseaux sociaux, et qui a commencé son périple sur Webtoon, et je pense que certains savent déjà de quel livre je parle, puisqu'on va parler de L'Or Olympus de Rachel Smith. Alors je crois qu'il y a déjà plus de 5 tomes de L'Or Olympus, qui est aussi une BD du coup,
mais moi j'ai lu que les 2 premiers et je pense quand même que je me procurerai le reste. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre en termes d'image puisque le format n'a pas directement été créé pour le format livre et que du coup je trouve que des fois ça peine un peu au niveau des planches puisque ce format a directement été créé pour un usage internet. Et c'était vraiment adapté à Webtoon. Même si je trouve qu'on a quand même des très belles planches et surtout des très belles couleurs. Mais mine de rien, j'ai trouvé que c'était une très bonne relecture moderne d'un mythe. Puisqu'on nous transpose clairement l'histoire d'Hadès et Perséphone à l'époque moderne. Alors pour moi, ce livre, il est clairement à destination des adolescents. Il n'est pas non plus destiné à tout le monde. Et avant de se lancer dedans, il faut pour moi clairement savoir que la romance est prédominante dans cette BD. Et qu'on va suivre un petit peu une histoire de romance au lycée, à l'université, avec des jalousies, des non-dits, etc. Donc voilà, ça s'adresse pas non plus à tout type de public. Mais pour le coup, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée dans la mythologie grecque. Alors évidemment, ça n'a plus grand chose à voir avec les mythes d'origine, même si on garde, on va dire, les éléments fondateurs. Puisque là, dans ce livre-là, les dieux ont des téléphones portables, ils vont en soirée, ils vont dans des boîtes de nuit, enfin voilà quoi. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, lancez-vous. Franchement, Hadès et Perséphone version moderne, c'était quand même assez cool à découvrir. Pour les autres, il y a plein d'autres réécritures de mythes qui valent vraiment le détour. Moi j'ai vraiment aimé le côté simple, le côté divertissant et le fait que pour une fois on parle directement aux adolescents et que c'est pas caché et qu'on cherche pas à s'entourer d'une quelconque exactitude historique. Moi je pense que si j'avais pu lire ça au collège j'aurais adoré. En bref, c'est avec cette réinterprétation de mythes qu'on va se quitter. Moi je suis hyper curieuse de savoir quel livre vous recommanderiez pour vos Disney préférés. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vais aller voir tout ça et pourquoi pas lire les livres que vous recommandez. Et je vous dis merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo.